Bismillah, salam alaikum, chers étudiants. Dans ce cours, on va apprendre comment discuter les courbes d'énergie potentielle. On va prendre comme exemple le mouvement d'une particule le long de l'axe OX sous l'action d'une force conservative. Dans l'énergie potentielle est donnée par la courbe suivante. Nous savons que la force conservative F est reliée à l'énergie potentielle EP de X par la relation suivante. F égale moins gradient EP. Donc, les composantes de la force F sont Fx, Fy, Fz. Fx, c'est moins la dérivée partielle de EP par rapport à X. Fy, c'est moins la dérivée partielle de EP par rapport à Y. Et Fz, c'est moins la dérivée partielle de EP par rapport à Z. Pour un mouvement unidimensionnel, l'énergie potentielle ne dépend que de X. Donc, sa dérivée partielle par rapport à Y égale 0. Donc, Fy égale 0. La même chose, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à Z égale 0. Donc, il ne reste seulement la composante Fx. Donc, F égale Fxi égale moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à X, I. Vous avez remarqué peut-être que la dérivée ici est totale ou ordinaire, puisque l'énergie potentielle ne dépend que de X. La dérivée de EP par rapport à X, graphiquement, représente la pente de la courbe EP de X. Donc Fx, la valeur algébrique de la force conservative, égale moins la pente de la courbe de l'énergie potentielle EP. Vous pouvez remarquer ici que la pente est négative. La même chose ici. La pente est négative. Donc Fx est positive. Donc la force est dirigée dans le sens des X positive. Nous savons bien que la force s'applique sur la particule qui se déplace sur l'axe OX. Mais nous la représentons sur la courbe, d'une part pour ne pas encombrer l'axe OX, d'une autre part puisqu'elle est liée directement à la pente de la courbe de l'énergie potentielle. La même chose, ici la pente est positive. Donc F est négative. La force est dirigée dans le sens des X négatifs. Cette courbe d'énergie potentielle présente 4 extrêmums, de minimum et de maximum. Nous savons que la pente d'une fonction aux extrémums est nulle. On observe sur cette figure 4 extrémums, de minimum et de maximum. Nous savons que la dérivée d'une fonction aux extrémums est nulle. Donc, au minimum et au maximum, aux extrémums, la force égale 0. Lorsque la force égale 0, si on place la particule à l'une de ces 4 positions, sans vitesse initiale, elle va rester en équilibre, puisque la force égale 0. Donc, ces 4 positions sont des positions d'équilibre. Cependant, il y a 2 types de positions d'équilibre. Au minimum, si on écarte légèrement la particule à gauche ou à droite de sa position d'équilibre, il y a une force qui tend à la ramener à sa position d'équilibre. Donc l'équilibre ici est stable. Au maximum, si on déplace légèrement la particule de sa position d'équilibre à gauche ou à droite, il y a une force qui tend à l'écarter, à l'éloigner de cette position d'équilibre. Donc ici, l'équilibre est instable. Donc au minimum, l'équilibre est stable. Et au maximum, l'équilibre est instable, puisque la force qui s'applique sur la particule est conservative, l'énergie totale, qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, est conservée, elle est constante. Donc pour discuter cette courbe de potentiel, on va considérer plusieurs cas. Commençons par le premier cas. On va considérer que l'énergie totale égale E1. Puisqu'elle est conservée, on va la représenter par une ligne horizontale qui coupe la courbe de l'énergie potentielle en 2 points, A et B. Nous savons que l'énergie totale E1 égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc nous avons l'énergie totale, c'est la ligne horizontale. Nous avons l'énergie potentielle, c'est la courbe. On peut déterminer facilement l'énergie cinétique. C'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle. Sur la figure, c'est cette distance. C'est la distance entre cette courbe et l'énergie potentielle. Donc au point A et B, l'énergie potentielle est nulle. À droite de B et à gauche de A, l'énergie potentielle est supérieure à l'énergie totale. Donc E1 moins EP donne une valeur négative. Or, l'énergie cinétique est donnée par la relation suivante. Elle est positive. La masse est positive, la vitesse au carré est positive. Donc, l'énergie cinétique est toujours positive. Il est impossible que l'énergie cinétique soit négative. Donc les régions où l'énergie cinétique est négative sont des régions interdites. Donc le mouvement est limité dans la zone AB. Les points A et B sont appelés points de rebroussement. Tout simplement puisque l'énergie cinétique est nulle.
Lorsque la particule arrive à un point de rebroussement, elle s'arrête et elle rebrousse le chemin. Donc le mouvement est oscillatoire entre ces deux points de rebroussement. En représentant ici la force, nous avons dit que la force égale moins la pente. La pente est négative, la force ici est dirigée vers les x positives. Maintenant, la force elle est dirigée vers les x négatives. N'oublions pas que l'énergie cinétique, c'est la distance entre l'énergie totale et la courbe de l'énergie potentielle. Plus on se déplace vers le minimum, l'énergie cinétique augmente pour atteindre l'énergie cinétique maximale au minimum, au point d'équilibre. De A au minimum, le mouvement est accéléré. De M à B, le mouvement est retardé et décéléré à cause de la force qui est dirigée dans le sens opposé du mouvement. Lorsque la particule atteint le point B, elle s'arrête et elle rebrousse le chemin. B, c'est un point de rebroussement. Cette fois, la force va accélérer la particule dans ce sens. Lorsque la particule atteint le minimum, son énergie cinétique, de nouveau, elle est maximale. Ainsi de suite. Maintenant, si on abandonne les particules au point A, elle va effectuer le mouvement suivant. Elle va osciller entre les points de rebroussement. Le mouvement réel, c'est le mouvement de la particule sur l'axe OX. Puisque la particule est confinée dans cette région, AB, on appelle la portion AB de la courbe de l'énergie potentielle, puis de potentiel. Prenons maintenant un deuxième cas, l'énergie totale égale E2. Cette fois, l'énergie totale coupe la courbe de l'énergie potentielle en 4 points. Donc, nous avons 4 points de rebroussement et 2 puits de potentiel. Donc, le mouvement peut se faire dans l'une des deux régions permises, CD ou FG. C'est un mouvement oscillatoire entre les points de rebroussement. Mais si la particule est placée dans l'une des deux régions, elle ne pourra pas sauter à l'autre. Pourquoi? Puisqu'il y a une barrière entre les deux régions. Cette barrière n'est pas physique. Il n'y a rien sur la trajectoire. La barrière, c'est une barrière de potentiel. Donc on va l'appeler barrière de potentiel. Passons maintenant à un autre cas. L'énergie totale égale E3. Une énergie totale supérieure à E2. Cette fois, nous avons 2 points de rebroussement et un seul puits de potentiel. À droite de I et à gauche de H, l'énergie cinétique est négative. Donc, ces régions sont des régions interdites. Si on abandonne une particule au point H par exemple, elle va effectuer un mouvement oscillatoire. Elle va accélérer pour atteindre son énergie cinétique maximum ici, puis elle va retarder ici puisque la force est négative. Sa vitesse est minimale ici, puis elle va accélérer de nouveau et décélérer jusqu'à s'arrêter au point de rebroussement et elle rebrousse le chemin et ainsi de suite. Donc elle va effectuer un mouvement oscillatoire, mais il est loin d'être sinusoïdal. Passons maintenant au quatrième cas, l'énergie mécanique totale égale E4 supérieure à E3. Cette fois, nous avons un seul point de rebroussement. Donc le mouvement n'est plus oscillatoire. Pour avoir un mouvement oscillatoire, il nous faut au moins 2 points de rebroussement. Maintenant, si on abandonne une particule au point K, elle va se déplacer vers les X positifs sans revenir, puisqu'elle ne va pas rencontrer un point de rebroussement. La même chose, si la particule se déplace initialement dans le sens des X négatifs, elle va se déplacer jusqu'à atteindre le point de rebroussement, puis elle va rebrousser le chemin et se déplacer vers les X positifs sans revenir. Passons au dernier cas, l'énergie totale égale E5. C'est l'énergie totale minimum. Donc nous avons une seule position permise pour la particule. Lorsque l'énergie mécanique totale est minimum, la particule est obligatoirement immobile. Faisons maintenant un exercice d'application. On va prendre comme exemple l'exercice 4 de la série numéro 4. Lisons l'exercice. Une particule de masse m égale 20 grammes décrit un mouvement rectiligne suivant l'axe OX. Elle est soumise à une force F conservative dont l'énergie potentielle associée, EP de x, est donnée par le graphe ci-dessous. La particule est abandonnée en x égale 5 mètres, sans vitesse initiale. Quel est son mouvement? Commençons la solution. Nous savons que l'énergie totale égale l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Dans cette question, il nous a dit que la particule est abandonnée sans vitesse initiale, c'est-à-dire l'énergie cinétique est nulle. Donc l'énergie totale égale 3 joules, égale l'énergie potentielle au point x égale 5 mètres. On peut remarquer qu'il y a des régions
interdite, là où l'énergie potentielle est supérieure à l'énergie totale. Donc, l'énergie totale de la particule dans ce cas, c'est l'énergie mécanique totale minimum. Au-dessous de cette énergie totale, l'énergie cinétique devient négative, quel que soit x, sur toute la trajectoire, et cela est impossible. Donc, c'est l'énergie mécanique totale minimum. Et lorsque l'énergie totale est minimum, la particule est obligatoirement immobile à 5. On peut rajouter autre chose. La région entre 4 et 6, la région permise, c'est une région d'équilibre. Pourquoi? Puisque la pente de l'énergie potentielle en fonction de x est nulle, donc la force égale 0. Toute cette région, c'est une région d'équilibre. Si on abandonne une particule sans vitesse initiale, elle va rester immobile. Passons maintenant à la deuxième question. La particule est lancée vers les x positives à partir du point x égale 5 mètres avec une vitesse initiale de 10 mètres par seconde. Tracez le graphe de son énergie cinétique. Nous savons que l'énergie totale égale l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Au point x égale 5 mètres, l'énergie potentielle égale 3 joules. L'énergie cinétique, par définition, c'est 1/2 mv au carré. Application numérique, donc l'énergie totale, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique égale 4 joules. Puisque l'énergie totale est conservée, elle est constante, elle est représentée par une ligne horizontale. L'intersection de cette ligne avec la courbe de l'énergie potentielle donne les points de rebroussement. L'énergie cinétique au point de rebroussement est nulle pour x supérieur à 7 et inférieur à 3 mètres. L'énergie potentielle est supérieure à l'énergie totale. Donc ces régions sont des régions interdites. L'énergie cinétique ici est négative. Maintenant, on peut déterminer facilement l'énergie cinétique dans la région permise en utilisant cette relation. L'énergie cinétique égale l'énergie totale, 4 joules moins l'énergie potentielle. Donc au point de rebroussement, l'énergie cinétique égale 0, 3 et 7. Au point x égale 4, l'énergie totale égale 4, l'énergie potentielle égale 3. Donc c'est 1. La même chose pour x égale 6. Passons à la question suivante. Décrire son mouvement, c'est-à-dire le mouvement de la particule. Nous avons dans ce cas 2 points de rebroussement et un puits de potentiel. Donc le mouvement est oscillatoire entre les points de rebroussement x égale 3 et x égale 7 mètres. On peut aller plus loin et donner la nature du mouvement dans chaque partie de la région permise. Donc nous avons 3 parties de 3 à 4. De 4 à 6 et de 6 à 7. On distingue 2 cas. Lorsque la particule se déplace dans le sens des x positifs, la vitesse est positive. Dans ce cas, de 3 à 4, la vitesse augmente. L'énergie cinétique augmente. Donc le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Pourquoi uniformément? Tout simplement, puisque la pente de l'énergie potentielle, elle est constante. Et nous savons que la force égale moins la pente. Donc la force, elle est constante en intensité. En utilisant la deuxième loi de Newton, la force égale ma. Puisque la force est constante, donc l'accélération est constante. Donc le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. La deuxième région, de 4 à 6 mètres, l'énergie cinétique est constante. Donc la vitesse est constante. Donc le mouvement est rectiligne, uniforme. De 6 à 7, la force, cette fois, est dirigée dans le sens des x négatifs. Donc elle va freiner le mouvement de la particule. L'énergie cinétique dans ce cas va diminuer jusqu'à s'annuler au point x égale 7, le point de rebroussement. Donc le mouvement ici est rectiligne, uniformément décéléré. Le deuxième cas, lorsque la particule atteint le point x7, elle va rebrousser son chemin et elle va être accélérée par la force F. L'énergie cinétique va réaugmenter de nouveau. Donc ici, le mouvement devient rectiligne, uniformément accéléré. La région entre 4 et 6 mètres, toujours mouvement rectiligne uniforme puisque l'énergie cinétique est constante. Et entre 4 et 3 mètres, l'énergie cinétique diminue. La particule est freinée par la force F dirigée dans le sens des x positifs. Ainsi de suite. Donc le mouvement est oscillatoire et on peut donner la nature du mouvement dans chaque portion de la zone permise. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer la valeur algébrique de f pour x égale 2 mètres, x égale 5 mètres et x égale 7 mètres. Nous savons que f, la valeur algébrique de la force, égale moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x. La dérivée, c'est la pente de l'énergie potentielle en fonction de x. La pente, on peut la déterminer comme ça. C'est la variation de l'énergie potentielle sur la variation de x. Par exemple, pour déterminer la pente au point 2, on prend 2 points. Point 1 et le point 2. La variation de l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale 3 moins l'énergie potentielle initiale 6. Donc c'est moins 3 divisé par 4 moins 1, 3.
Donc, moins 3 divisé par 3, c'est moins 1. Donc, je donne directement la force. C'est 1, 0, moins 1. Passons maintenant à la quatrième question. La particule étant initialement en x égale 8 mètres, la question, quelle vitesse minimale doit-elle avoir en ce point pour qu'elle puisse atteindre le point x égale 0 mètre? Donc, elle est initialement ici. Quelle doit être sa vitesse pour qu'elle puisse atteindre le point x égale 0, ce point? La particule peut atteindre le point x égale 0 mètre seulement si l'énergie totale au point x égale 0 est supérieure à l'énergie potentielle. Car nous avons dit que si l'énergie totale est inférieure à l'énergie potentielle, l'énergie cinétique devient négative et cette région devient une région interdite. À x égale 8, l'énergie totale égale l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. L'énergie potentielle égale 5 joules. Donc l'énergie totale, c'est 5 joules plus l'énergie cinétique au point 8. Puisque la force est conservative, l'énergie totale est conservée. Donc l'énergie totale au point 8 égale l'énergie totale au point 6. Et nous avons dit que l'énergie totale doit être supérieure à l'énergie potentielle à x égale 0. Donc remplaçons l'énergie totale par sa valeur à x égale 8 mètres, puisqu'elle est conservée. Donc l'énergie totale, 5 plus l'énergie cinétique, est supérieure à l'énergie potentielle au point x égale 0, 6 joules. Donc l'énergie cinétique supérieure à 1 joule. Donc 1 joule, c'est l'énergie cinétique minimale qui permet à la particule d'atteindre x égale 0. Tant que l'énergie cinétique est supérieure à cette valeur minimale, la particule peut atteindre le point x égale 0. Ainsi que l'énergie cinétique, par définition, c'est 1 demi m la vitesse au carré, donc on peut déduire maintenant la vitesse minimum. La vitesse au point 8 doit être supérieure à la vitesse minimum, déduite de l'énergie cinétique minimum. La vitesse minimum égale la racine carrée de 2 l'énergie cinétique minimum divisé par m. Donc, si la vitesse de la particule au point x égale 8 mètres est supérieure à une valeur minimale égale 10 mètres par seconde, la particule peut atteindre le point x égale 0. Si la particule a une vitesse égale 10 mètres par seconde plus epsilon seulement, elle peut atteindre la position x égale 0. Si la particule a une vitesse égale exactement 10 mètres par seconde, elle va s'arrêter au point x égale 1 mètre. Je vous remercie pour votre attention. Yatikum saha. Assalamu alaikum.